L'enfant. Non, pas l'enfant. Mais il y a des gens qui trouvent ça normal de laisser leurs enfants hurler comme ça quand ils sont en public. Moi, je trouve que ça se fait pas. Voilà. Je trouve ça. Moi, j'ai du mal à supporter ça. Alors, c'est mes croyances à moi, mais je trouve que c'est. Enfin, un enfant, on le rassure, on essaie de voir ce qu'il a, et puis surtout, on n'envahit pas l'espace mental, parce que c'était impossible de se parler, c'était impossible de s'entendre penser. Enfin, c'était violent. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça. Et du coup, là, reste, viens, on va en discuter ensemble. Donc du coup, par rapport à ce que tu disais, c'est que finalement la réponse là, c'est une réponse aussi qui a à voir plutôt avec la violence, puisque tu prends sur toi, donc c'est quelque chose qui reste inscrit et dans sa mémoire et dans son corps. Ça stresse. Ça stresse, et donc voilà, Isabelle nous fait le petit... on a à la fois des sens externes avec les cris, avec etc., etc., mais aussi du coup, il se passe quelque chose au niveau des sens internes, d'accord ? Il aurait pu y avoir un autre type de réponse, pour le coup, en parlant, c'est pour ça que je te demandais, en parlant avec la personne, etc., etc. Là, l'idée, c'est pas de savoir, enfin, pas de mettre des jugements, c'est bien, c'est mal, et même voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. D'accord ? On n'en est pas là, on fera une autre conférence là-dessus. Mais c'est plutôt de voir exactement qu'est-ce qui se passe au ralenti. Hein, c'est comme si on revoyait la situation d'Emma, mais vraiment au ralenti en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a donc les fameux stimuli externes. J'ai même pas vu l'enfant, donc je pouvais pas le voir. C'est juste auditif. Donc il y a premièrement des stimuli externes qui arrivent et qui vont, pour le coup, en réalité, directement envoyer quelque chose à la mémoire de l'enfant qui pleure, de qu'est-ce qui se passe avec ça. Et par rapport à ce que tu disais, c'était intéressant parce que vous voyez bien que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'active? C'est tout le paysage de formation. Toutes les croyances que l'on a, les valeurs sur lesquelles on s'est basé, sur lesquelles on s'est construite. Quand on parle de paysage de formation, c'est vraiment ça. C'est un paysage dans lequel on a grandi et qui m'a formé, qui a formé mon regard, ma structure mentale, mon intention, ma manière d'être dans la vie. Et ça, c'est super important parce que pour d'autres personnes, entendre un enfant pleurer, ça ne va pas du tout produire la même chose. Deux êtres humains qui sont physiquement pareils, avec des oreilles, un cerveau, enfin tout pareil. Et pourtant, c'est le paysage de formation qui va donc être dans cet espace-là et qui va envoyer aussi des stimuli. Et là, on voit comment ça se passe. Ça fait son bazar dans cette conscience. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce que ça va même produire des stimuli internes. Tu commences à être tendu. Voilà. Et c'est contagieux, c'est non-verbal. En fait, c'était plus que des pleurs, c'était une crise de colère de l'enfant. Vraiment, voilà. Donc c'était pas juste de la détresse, c'était violent. Voilà. Et là, l'idée, c'est de voir que ce ressenti-là de colère ou que tu appelles détresse, etc., c'est vraiment quelque chose qui est envoyé en réalité par ce que je suis en train de vivre, moi, personnellement. Parce que ma mémoire est en train de m'envoyer. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pris dans cette chose-là, sans être en train de se dire « Ah tiens, mais si je vois l'enfant qui pleure et si moi j'interprète et que ça me tend, qu'il est désespéré, que c'est de la colère et qu'on ne fait pas ça dans l'espace public », encore une fois, c'est pas un jugement là. D'accord? C'est juste, est-ce que à ce moment-là, nous, on n'a pas conscience qu'on est en train de penser ça? On le pense, ça se déroule, mais on n'est pas en train de prendre conscience que je suis en train de penser à ça parce que ma mémoire m'envoie, par exemple, parce que ma mémoire m'envoie un certain nombre de données. Je suis simplement prise, hein, quand on dit on est pris, à ce moment-là, je suis pris par des stimuli, je suis pris par des stimuli externes, par des stimuli internes, par des données de mémoire. Et tout ça m'attrape. Et là, en effet, en termes de niveau de conscience, bien sûr qu'on est en veille, parce que dans le métro ou dans le tram, je suis réveillée, je suis pas en... Quoique, le lit du sommeil quand même, il est pas très très loin. Mais bon, je suis dans un état de veille qui ne me permet pas d'avoir ce recul, ce regard qui se recule un petit peu et qui est en train de
me dire, tiens, je suis en train de souffrir parce que c'est à cause de ceci et de cela. Non, je suis prise par la situation. Du coup, tac tac, la réponse, elle est végétative, je suis super tendue, elle est motrice, bon alors dans ce cas-là, serré dans le métro, c'est un petit peu différent. Mais ça peut être aussi simplement de se tendre. De ne pas pouvoir donner une réponse qui augmente la souffrance. Voilà. La violence. C'est-à-dire, quand il y a des situations, et notamment le végétatif, c'est un peu l'instinct, mais au niveau moteur, au niveau émotif ou au niveau mental, le fait de ne pas pouvoir donner la réponse que je voudrais augmente aussi le niveau de souffrance à l'intérieur. Et d'ailleurs va réactiver de nouveau tout l'ensemble. Va de nouveau envoyer de nouveaux sens. Je ne peux pas répondre, je me tends. Encore plus. J'étais déjà tendue au départ. Ça fait tout le trajet. Et là, comme je ne peux pas bouger, que je suis serrée, ça va encore envoyer de nouveaux stimuli qui vont me tendre encore plus. Etc. etc. D'accord ? Pareil pour la réponse émotive, là, où j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de dire à la personne, mais enfin madame, ou monsieur d'ailleurs, j'en sais rien. J'ai dit madame, mais c'est peut-être monsieur. Et du coup pareil. Et du coup pareil, je pourrais être en train de au moins m'exprimer, au moins exprimer ma colère, que ce soit de manière violente ou non violente, on n'en est pas là. Mais déjà le fait de ne pas pouvoir répondre va augmenter à l'intérieur de moi ces tensions, etc. Et va encore envoyer des stimuli et qui vont refaire tout ça. Donc en fait, on est en permanence en train de tourner en rond dans ce circuit qui est totalement fermé à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas un truc qui me fait dire « Oh là, qu'est-ce qu'il est en train d'arriver ?» et que je commence à prendre le temps de voir comment tout cela est en train de se dérouler. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre que j'aurais pu oublier par rapport à ça ? Par exemple, si le bruit, ça avait été l'alarme... Si le bruit, le même bruit qui lui avait indisposé était une alarme, par exemple un signal d'alarme tiré, eh bien en fait tout le processus aurait été différent parce que la mémoire elle aurait envoyé un autre type de choses. On n'est plus avec la maman qui laisse les enfants pleurer, on n'est plus avec mais ça se fait pas, c'est mal, et puis si l'enfant il souffre, etc. Donc il y a toute une rétroalimentation qui est liée au fait que c'est un enfant qui pleure en fait. C'est pas juste le bruit de l'agression. Alors que je pourrais être dans les mêmes conditions d'être agressé phonétiquement, dans les mêmes proportions, et tout le schéma serait autre parce que le stimuli serait autre, en fait. Parce qu'il n'y a pas que, même si elle nous disait c'était insupportable, on pouvait plus parler, on s'entendait plus penser, nanana, c'est pas n'importe quel type de bruit. Et le bruit, lui, il engendre, le type de bruit va engendrer un certain type de rouleau et d'enchaînement mental, en fait. Excuse-moi,